En fait, ça m'a désinhibé le fait de monter ma boîte. C'est-à-dire que ça m'a appris à ne plus être dépendant du désir des réalisateurs ou des productions. Donc de proposer davantage. J'ai commencé à proposer des formations, des coachings, des séminaires, etc. Ben là, j'étais tout seul. Il fallait que j'aille convaincre des gens de m'acheter. Donc j'étais dans une démarche où je vais vendre mon truc. Et un acteur, il doit faire ça. Mais il ne le sait pas au début. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous! Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'être sur Paris et d'être reçu dans les bureaux de Bruno Madinier. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno Madinier, pour ceux qui sont de ma génération, la génération d'avant, on connaît effectivement par Cordier jugé flic, par Dolmen et par beaucoup de pièces de théâtre. Pour ceux qui sont plus jeunes, Bruno, ils vous connaissent peut-être par Demain nous appartient, dans lequel vous êtes apparu, une série de TF1, et puis par effectivement peut-être ceux qui sont passionnés de théâtre. Mais ce qu'on sait moins, et moi en tout cas je ne le savais pas et je l'ai découvert, c'est qu'il y a très longtemps, il y a 30 ans, enfin plus de 30 ans, maintenant presque 31 ans, vous avez créé une entreprise et c'est ce qui m'a intéressé dans l'idée de recevoir une personne, donc un indépendant sur le côté de la comédie, du théâtre et un acteur, mais aussi quelqu'un qui a créé une entreprise et une entreprise qui perdure depuis toutes ces années. Donc avant de parler de votre parcours, on va démarrer par le fameux portrait chinois qu'on a dans le podcast. Et la première question du portrait chinois, si je vous parle d'un lieu, quel est le lieu que vous me diriez ? Moi, c'est la Bretagne Nord. D'accord. En fait, j'y vais depuis que je suis tout petit. Mon grand-père avait une maison là-bas, ma famille a des maisons là-bas. Et je fais partie d'une famille qui a, dans un lieu qui est au bord de la mer, donc sur la côte nord, sur la Manche, maintenant, il y a 200 maisons de la même famille. D'accord. Donc c'est tout un clan familial. Et en fait, c'est une région que j'arpente depuis plusieurs années en bateau et que je trouve magnifique. Sauvage et magnifique. Carrément ressourçant quand on vit à Paris, des fois on a besoin de déconnecter aussi un petit peu, je suppose. Si je vous parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré, plutôt salé ? Ah, salé. Salé, ah. Ouais. Et ça serait alors le nec plus ultra, c'est l'œuf. D'accord. L'œuf sous toutes ses formes, mais l'œuf brouillé déjà, c'est déjà génial. Ok. L'œuf à la truffe, c'est quand même un paradis. Et alors l'autre truc qui est salé que j'adore, le gratin dauphinois. Ok, en plus il est bien fait, effectivement. C'est extraordinaire. Ah, donc c'est des plaisirs comme ça, moi, c'est plutôt salé. Ok, et il est tôt le matin, il est 9h, et pour autant, là, ça me donne envie, là, le gratin dauphinois, il me donne envie. Si je vous parle d'une passion ou d'un passe-temps, parce que des fois ça peut être différent. J'ai un premier passe-temps qui est, comme je vous le dis, de naviguer. J'ai un deuxième passe-temps qui est de découvrir des lieux. Et j'ai un troisième passe-temps qui est de lire. Moi, je lis. Oui. Vous ne le voyez pas visuellement, il y a une bibliothèque avec un nombre de livres impressionnant. C'est ma bibliothèque professionnelle, là. J'imagine. Et ensuite, j'ai une bibliothèque chez moi qui est dans tous les lieux où je vais, parce que j'ai la chance d'avoir des maisons, j'ai des bibliothèques partout. D'accord, la lecture. Ça vous permet de vous évader ? Alors, ça me permet déjà d'apprendre. Et ensuite, ça me permet de m'évader, ouais. Et puis, il y a la lecture et puis il y a les films aussi. Oui, j'imagine qu'il y a les deux qui vont avec. Et en dernière question, si je vous parle d'une personne ou des personnalités qui vous ont inspiré ou qui vous ont marqué dans votre carrière ou qui vous inspirent encore aujourd'hui ? J'ai été inspiré par des acteurs.
Donc ces acteurs ont changé en fonction des générations, mais à toutes les générations, il y a des acteurs qui m'inspirent. Alors effectivement, moi, quand j'ai fait mes cours de théâtre, on était plutôt attirés par les acteurs américains. Donc moi, à mon époque, les mecs qui étaient incroyables pour moi, c'était Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman. Donc ça, c'était des acteurs qui m'ont inspiré. Et puis, en France, c'est pareil, il y a des grands acteurs français, Depardieu, Devers, Gabin, enfin, il y en a plein à vrai dire. Ouais, j'imagine. Et même dans les générations qui sont à ma génération ou un peu en dessous de moi, je trouve qu'il y a des immenses acteurs. Un type comme Vincent Cassel, pour moi, c'est un acteur qui a une qualité justement où il est pointu dans tout ce qu'il fait. Ok. Voilà. D'accord. Donc, et quelquefois, quand je prépare un personnage, je m'inspire d'un acteur. J'avais préparé un rôle, je me rappelle, où je m'inspirais de Mel Gibson. Okay. J'avais préparé un autre rôle où je tournais une espèce de flic luberlu qui était perdu dans l'univers de l'opéra, où je tournais avec Ruggero Raimondi et Ludmilla Michael, et je m'étais inspiré de Jean-Pierre Bacri. Okay. Qui est aussi un super... Parce que je m'étais inspiré du goût des autres, en fait. On a plein de sources d'inspiration. Et moi, c'est beaucoup les acteurs. Et quand j'ai eu la chance de tourner avec des gens qui étaient d'une génération au-dessus de moi, j'adorais les faire parler. J'adorais les inviter à dîner ou qu'on aille dîner ensemble et les faire parler. J'ai eu la chance de tourner avec George Wilson, avec Daniel Gélin, avec Pierre Mondy, enfin, avec toute une génération, avec Michel Duchossois, avec Roland Bertin, enfin avec plein d'acteurs qui étaient bien évidemment plus âgés que moi, puisque le principe c'est qu'on vieillit, donc c'est vrai. Quand on arrive sur les tournages, on est de plus en plus le plus vieux, mais il y a un moment donné, on était jeunes, quoi. D'accord. Et c'était le cas dans Cordier jugé flic, où effectivement Pierre Mondy jouait votre père et vous étiez son oui, fils. Dans Cordier jugé flic, c'était vraiment une relation familiale. On tournait quand même 7 mois par an. Pierre avait 2 enfants, un garçon et une fille. Dans la série, il avait 2 enfants, un garçon et une fille. Et donc, quand on joue un père et un fils aussi longtemps, il y a quand même un petit transfert qui se fait. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, même pour ceux qui regardaient, alors moi je regardais pas beaucoup, mais mes parents regardaient, j'ai souvenir quand on rentrait de l'entraînement de basket, que la série était en train de se tourner, et moi j'ai souvenir de cet accent italien où votre maman dans la série vous appelait Bruno, et à chaque fois il y avait ce truc, et depuis moi c'est resté, quand j'ai quelqu'un que je croise, un Bruno, c'est Bruno, c'est pas Bruno, voilà, il y a quelque chose qui marque des générations, et j'imagine que vous, en tant qu'acteur, ça a dû vous marquer aussi. C'est-à-dire ça a occupé 10 ans de ma vie. Donc, oui, c'est marquant. Quand on est dans une série, on a envie d'en sortir parce qu'on n'est pas acteur pour faire le même rôle tout le temps. Bien sûr. Mais en même temps, c'était une chance incroyable. Et je m'en rends compte maintenant. Bien sûr. Il y a peu de séries qui durent autant de temps. Ouais, et puis c'était une identification pour le public. J'imagine que si on avait décidé un jour de dire on vous remplace, la série, elle perdait quelque chose, quoi. Vous aviez créé le personnage. Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tourné 10 ans, et puis à un moment donné, on a décidé, Pierre et moi, de s'arrêter. D'accord. Parce qu'on a fait 10 ans, on avait fait 60 épisodes, ça va, c'était bon, quoi. Et puis moi, à l'époque, j'étais plus jeune, donc j'avais d'autres choses à faire, quoi. Des envies. Et lui, il s'est arrêté, puis ensuite TF1 est allé le voir en lui disant mais qu'est-ce que tu veux faire Et il dit, mais moi, je ne sais plus quel âge il avait quand il était âgé. Et il a dit, ben moi, je ne vois pas démarrer une autre série. Donc, il a repris un peu, pas Cordier jugé flic, mais oui, il y avait Cordier, une autre série après. Il a fait ça pendant 2 ans où il était seul, il n'y avait plus son fils. D'accord, et ça n'a peut-être pas été la même énergie pour lui. C'est-à-dire que le principe, je crois qu'il avait en face de lui un guest qui était assez important à chaque épisode, etc. Mais ce n'était pas exactement le même truc, quoi. Ok. Avant de parler de votre parcours, j'aime bien poser cette question là depuis quelque temps sur quelle est votre idée de l'indépendance, puisque être acteur, c'est être indépendant, hein, c'est pas être salarié avec une fiche de paye, même si il y a une production, etc. Mais à la base, vous menez votre chemin tout seul. Est-ce que c'est une volonté qui est ancrée un petit peu en vous parce que familialement il y avait un terreau? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu tout jeune ou c'est une opportunité qui s'est présentée par la passion que vous aviez? Alors c'est pas du tout familial. Moi, je fais partie d'une famille où les gens travaillent dans des entreprises. D'accord. Donc, pas du tout.
D'accord. Par contre, depuis tout petit, le désir d'être acteur a grandi et jusqu'au moment où c'est devenu évident que c'était ce que je voulais faire. Et quand vous devenez acteur, vous êtes de facto indépendant, c'est-à-dire que vous devez vous vendre à chaque projet. Et c'est ça qui est très difficile, et notamment au départ. Et puis, une carrière d'acteur, c'est une carrière sinusoïdale. Il y a des moments où vous êtes en plein boom, en pleine vue de tout le monde. Et puis, il y a des moments où vous êtes un peu plus dans le creux. Donc, il faut relancer, repartir à l'attaque. C'est ce qui a créé que j'étais un indépendant. Et quand j'ai créé ma boîte, en fait j'ai fait d'abord une école de commerce, j'étais à HEC. Ensuite, je n'ai pas fini à HEC, parce que ça... Vous voyez bien à quel point ça me motivait. Je suis rentré au Conservatoire national de Paris, qui est l'école nationale de théâtre. Et puis ensuite, j'ai commencé à bosser. Même quand j'étais au Conservatoire, j'ai commencé à avoir mes premiers contrats, même avant. Et derrière, au bout de 10 ans, je me suis dit, mais ça laisse du temps quand même. Parce que surtout qu'au début, vous êtes dans une... les hommes commencent à travailler beaucoup plus intensément après 30 ans. Les filles un peu plus tôt, mais les hommes, alors par exception, mais après 30 ans. Donc moi, ça me pesait ces périodes où on est là entre deux à essayer de chercher, convaincre des gens, essayer de se tenir au courant de ce qui se passe. Et puis on est tout seul. Oui, c'est aussi une des caractéristiques de l'entrepreneur. Et donc, en tant qu'acteur, vous avez cette même caractéristique. Oui, moi maintenant que j'ai créé ma boîte, alors je vous le raconterai, mais maintenant que j'ai créé ma boîte... et que je travaille avec les entreprises, ça ne me fait pas envie. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout envie d'un modèle où, avec les relations hiérarchiques, même si je travaille sur le management, le leadership et ce genre de sujet, ce n'est pas quelque chose qui, moi, me motive. Donc, en fait, je suis dans la même logique d'entrepreneur. Je suis un entrepreneur, c'est-à-dire que, vous voyez, j'ai une petite équipe. Cette équipe, elle grossit, mais c'est une équipe à taille humaine et on fait des choses ensemble. D'accord. Et on est libre, surtout. Ouais, on est libre, mais la liberté, elle a un prix. La liberté, même on peut quelqueusement la payer cher. Il y a des gens qui n'oseraient pas payer ce prix-là. Et pour redémarrer sur votre parcours, puisqu'on a fait le point et vous avez une famille qui était plutôt dans le salariat, quand vous terminez pas HEC et que vous leur annoncez que vous voulez devenir acteur et donc indépendant, comment ça réagit? Est-ce que c'est tout de suite on croit en vous? Il y a des gens qui comprennent pas. Moi, mon père, il m'a dit j'espère que tu vas réussir en tant qu'acteur. Parce que tu es très orgueilleux et je pense que tu en auras besoin. Tu auras besoin d'une certaine forme de réussite. Mais bon, une fois... Vous savez, moi, j'avais 22 ou 23 ans quand je suis rentré au conservatoire, donc j'ai affirmé mon choix. J'avais 22 ans, j'assumais les conséquences de mon choix. Ok. Et pour repartir donc sur votre parcours et donc vous laisser la parole là-dessus, le théâtre, de ce que j'ai lu, ça a démarré très jeune, 10-11 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. En fait, j'ai commencé à être dans des ateliers théâtre à l'école. Ça a commencé à me plaire. J'ai un prof, quand j'étais en 6e, qui m'a emmené à la Comédie Française voir Cyrano de Bergerac. Et j'étais émerveillé. C'était Jean Piat qui jouait Cyrano. Et puis c'est monté. Et puis, quand j'étais ado, c'était la grande époque de l'expression corporelle. D'accord. Et donc, j'étais pareil, à l'école, il y avait un groupe d'expression corporelle. Et là, je me suis fait des potes, on a monté des spectacles, d'impro. Voilà, on a fait tout un truc, si vous voulez, d'aller jouer là où on pouvait, de monter des groupes amateurs, etc. Et puis c'est parti, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaisait quand vous arrivez là, par exemple, à la Comédie Française et que vous voyez Jean Piat, et quand après vous montez la troupe, qu'est-ce qui vous donnait de l'énergie? C'était quoi le petit truc? C'est le jeu, en fait. C'est d'abord quand j'étais gamin et que je vais voir un spectacle à la Comédie Française, c'est tout d'un coup on découvre un univers. C'est quand même majestueux. Puis Cyrano, c'est une grande pièce, et puis il y a des moyens, donc il y a des décors, il y a une mise en scène, il y a du monde sur scène, et puis c'est une très belle histoire, quoi. Ben oui, clairement. Voilà, donc il y a une langue. En fait, le théâtre, c'est un lieu du verbe.
Et par rapport au cinéma, c'est le lieu où le verbe, la parole est sacré. Donc tout ça, ça m'inspirait beaucoup. Et puis moi, j'avais l'habitude aussi, quand on était, vous voyez, en été, en vacances, de monter des spectacles d'enfants. D'accord. Voilà, Ok. donc devant la famille, quoi. Ouais. C'était le moyen de continuer à faire perdurer votre C'était passion. même D'accord, avant, même ouais. de tout petit. J'adorais me produire en spectacle, quoi. D'accord, ok. Et donc, quand vous commencez à monter ces troupes avec les copains et autres, à quel moment vous vous dites je vais en faire mon métier? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous En êtes dit je vais en fait, faire mon métier? quand j'étais en prépa, j'avais pas vraiment le temps de Mhm, ça, bien sûr. parce qu'on travaille pas mal. Et puis dès que j'ai intégré HEC, je me suis dit, alors là, ça me laisse du temps. Là, moi, ça m'intéresse pas, donc je vais avoir encore plus de temps, quoi. Ok. Et en fait, j'ai été donc HEC, c'est à Jouy-en-Josas. À côté, il y avait Versailles, donc j'ai été au Conservatoire de Versailles. La directrice du cours au Conservatoire de Versailles, c'était Marcel Tassancourt, qui était la directrice du théâtre Montansier à Versailles. Et donc, très vite, on a fait tous les petits rôles dans ces spectacles. Il y avait plein de spectacles, des matinées classiques, etc. Et on faisait les petits rôles. Et d'ailleurs, il y a Catherine Fro qui vient de là aussi. D'accord, ok. Il y a plein de gens qui sont passés par là. Et nous, avec cette fois, les copains du conservatoire, on a monté une vraie troupe amateur où on vendait le spectacle en tournée dans le sud de la France, dans des villes, etc. Et on a fait ça à Avignon, enfin, Avignon off, des choses comme ça. Et dès la première année, en fait, dès que je suis rentré à HEC, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire, je veux être acteur. Ok, donc il y a une vraie détermination dans le parcours. Ouais. Et le théâtre, c'est le lieu, puisque moi et le grand public, on vous a connu plus par la télévision. Le théâtre, vous diriez que c'est votre lieu d'expression, c'est l'endroit où vous... Moi, j'ai été formé au théâtre. J'ai d'abord beaucoup joué dans le théâtre subventionné, dans les centres dramatiques nationaux. Et puis ensuite, je suis passé au privé. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, la télé a un peu happé. Alors, je ne vais pas renier la télé. Bien au contraire, c'est ce qui m'a donné une popularité et ce qui m'a permis aussi de pouvoir, à certains moments, aussi me vendre dans des tournées au théâtre, etc. Donc, je ne renie surtout pas. Puis, je me suis éclaté en tournant. Mais c'est vrai que, historiquement, la formation des acteurs, pas tous, hein, mais beaucoup, c'est le théâtre. Et quand on a la chance d'être dans les deux, c'est top. D'accord. Et pour quelqu'un qui ne maîtrise pas trop, parce que on a une vision parfois biaisée, ce qu'on disait en off entre guillemets, hein, pour le grand public, on a l'impression que dès qu'on est à la télé, on est connu, et quand on est au théâtre, on nous voit pas parce que c'est pas diffusé, il faut aller dans le théâtre pour voir la personne. C'est quoi les grandes différences pour vous? Comment vous pourriez les expliquer entre le théâtre et la télévision, même pour un acteur? La télévision, en fait, si vous avez un rôle à la télévision, déjà, ça vous donne un panel de spectateurs immédiatement beaucoup plus important. Ouais. Quand on faisait la série Les Cordiers, on était sur des moyennes de 8 à 10 millions de téléspectateurs à chaque fois. Quand on a fait Dolmen, on avait 12 millions de moyenne à chaque épisode, ce qui est d'ailleurs le record. Hein. Oui. On a fait le dernier épisode de Dolmen, il a fait 13 millions. Donc oui, ce qu'on ne fait plus maintenant, puisqu'il y a une dilution avec la TNT, Netflix, etc. Mais même maintenant, si vous faites 4 à 5 millions de téléspectateurs sur une série ou un film, c'est pas 400 personnes dans une salle tous les soirs, ou même 600 personnes dans une salle tous les soirs. Les équivalents, ça peut être les gens qui font des grands concerts ou des grandes salles où tout d'un coup on dit tiens, ils ont fait 1 million de spectateurs, pardon, pas de téléspectateurs mais de spectateurs, mais ce million ils l'ont fait sur combien de temps? Ouais, c'est ça, c'est pas sur une soirée. Le truc de la télé, c'est que ça passe aussi. Et ce que faisaient les séries, ça passe, c'est-à-dire que vous faites une soirée. Donc même si vous avez fait 8 millions,
Et puis ça dépend quel rôle vous avez. Il y a des rôles qui sont en vue parce qu'ils portent le projet. Et puis vous avez 3 jours dans un téléfilm, c'est pas la même vie. Hein. Et il y a plein de gens, plein d'acteurs qui font 3 jours par-ci, 3 jours par-là, et qui vivent comme ça. Et donc justement, votre rôle d'acteur, c'est quoi la différence pour des gens qui s'y connaissent pas? Quand on est au théâtre, c'est du vivant, c'est du direct, il y a l'adrénaline, alors qu'à la télé, la prise, on peut la refaire plusieurs fois. Bien sûr. Alors, au théâtre, on répète, donc on passe entre 5 et 8 semaines à répéter le spectacle pour qu'il soit performant quand on est sur scène. Ouais. Donc ensuite, on joue. Donc ensuite, il n'y a pas d'idée on joue tous les soirs la même chose. Ouais. Mais effectivement, on est devant le public. Et donc, c'est avec le public aussi qu'on affine tout ce qu'on propose. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de créer aussi cette alchimie particulière tous les soirs et de creuser son rôle. Quand vous dites on affine, ça veut dire qu'en fonction des rires, en fonction des réactions du public, vous savez que peut-être le lendemain, vous allez refaire un peu... Oui, okay. Exactement. Et ça veut dire qu'on en parle beaucoup avec les gens de la troupe. Ok. On dit, tiens, à ce moment-là, ça a réagi comme ça, on pourrait peut-être faire ça, voilà. Donc on en parle. Même si on est dans un cadre très précis, ça évolue, le spectacle. Quand vous tournez, ce qui est très excitant, c'est justement de changer de décor tous les jours. C'est d'arriver dans un univers, et puis, c'est pas le même lieu, vous n'êtes pas avec les mêmes acteurs, parce qu'il y a plein de rôles. Donc aujourd'hui, vous êtes avec un tel, le lendemain, vous êtes avec une telle. Là, il y a toute la troupe, vous voyez. Donc c'est des modalités qui changent tout le temps. Et puis quelquefois, on part sur des grandes aventures, quoi, où ça dure des mois. On est en dehors, nous, par exemple, Dolmen, c'est 7 mois de tournage en Bretagne. Au bord de la mer, tout le temps, Belle-Île, la Pointe Saint-Mathieu, enfin des endroits qui tout d'un coup sont aussi inspirants et ressourçants. Et avec des moments, je suppose, contrairement au théâtre par exemple, où on est dans des situations où, je ne sais plus, j'avais lu une interview de vous, où vous êtes mouillé, ouais. etc. Enfin, c'est pas la même chose que le théâtre. Non, c'est-à-dire qu'on essaie au cinéma, on essaie de reproduire le plus possible la réalité. Le théâtre, c'est l'endroit de l'imaginaire. Donc on est dans un cadre et on fait imaginer, on fait vivre quelque chose aux gens qui sont captifs dans une salle. Mais au cinéma, on reproduit la réalité. Et oui, sur Dolmen, ce qui était marrant, c'est que le film était une aventure. Donc on avait dit à la production et au réalisateur, on avait dit, Ingrid Chauvin et moi, au maximum de ce qu'on peut faire, on fait les cascades. Ok. Donc bien sûr, il y en avait qu'on n'a pas faites parce que c'était beaucoup trop dangereux. Mais par exemple, moi, j'avais mon permis bateau et donc je m'éclatais à faire les poursuites en bateau, les machins, les trucs. Vous viviez vraiment, vous étiez dans le rôle. C'est très sympa. Puis c'est vrai que de partir aussi, parce que c'est pas enfin, les Cordiers, c'était spécial parce qu'on tournait à Paris et les studios étaient opérés en Yvelines. D'accord. Mais souvent, les tournages, vous partez ailleurs. Ouais. Donc il y a un côté comme les marins, hein, on quitte la terre natale et puis on va découvrir un autre endroit. Ok, il y a un côté passionnant, troupe, etc. Enfin, on avait tourné aussi les Marmottes. En fait, Elie Chouraki avait fait un long métrage qui s'appelait Les Marmottes. Et puis quand il avait écrit avec Daniel Thompson, il y avait plein de chutes de textes. Ils se sont dit, tiens, les personnages existent, on va faire une série. Donc ils ont produit on a tourné une série pour la télévision, pour TF1, et on a passé 3 mois et demi à Tignes. Donc, vous voyez, vous arrivez... et puis là, c'était une troupe, c'était une famille. Donc, on était souvent ensemble, donc c'est ces espèces de grandes tablées, moi j'adore ça. C'est la vie de troupe, quoi. Et puis on est en dehors de chez nous, le week-end, on va faire du ski. Voilà, c'est la belle aventure. Ouais. Et vous avez parlé tout à l'heure, et je trouvais ça très intéressant par rapport aussi au monde de l'entrepreneuriat. Vous avez parlé du fait que il faut aller se vendre. Parce qu'on a aussi cette image de l'acteur, on le connaît, donc on l'appelle et on lui dit viens, ce qui est pas toujours le cas, et même quand on est connu, c'est pas toujours le cas. Pas le cas du tout. Ouais, enfin, okay. C'est un peu le cas. Il y a un moment donné où, oui, de temps en temps, il y a des gens qui nous appellent, mais il y a surtout ce que l'on construit.
C'est-à-dire le réseau qu'on entretient, les projets qu'on a envie de jouer, qu'on essaye de pousser. C'est pas forcément ceux-là qui arrivent. Non, c'est toute une gestion des projets, de se faire connaître, d'aller dans des endroits. C'est comme quand vous êtes que vous créez une boîte et que vous voulez la faire connaître. Hein. En fait, votre boîte, c'est vous, quoi. Ouais. C'est pour ça que je parle de ça, parce que ça fait un peu le rebond. Et quand vous créez votre structure, donc, qui s'appelait à l'époque Madinier Associés, qui est devenue aujourd'hui MEA Soft Skills Factory, pour pas dire de bêtises, quand vous créez votre structure, il y a cette idée, donc vous avez dit tout à l'heure, de vous occuper, mais il y a aussi le fait d'utiliser ces compétences que vous voyez, que vous arrivez à transposer, ou d'abord, dans un premier temps, c'est pour vous occuper? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Ouais. La première motivation, c'est déjà de faire quelque chose. D'accord. Okay. C'est-à-dire de me dire, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, qui me permettrait de compléter ces moments qui sont des moments entre projets d'acteurs, où finalement je me trouve un peu en jachère. D'accord. Donc ça, c'était la première motivation. Tiens, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est vrai que l'enseignement, c'est assez marrant parce que je peux me servir de mon expérience pour la transmettre. Donc c'est comme ça que ça a démarré. D'accord. Donc il y a deux sujets. Et maintenant, c'est vrai que ici, il y a à peu près entre 25 et 30 formateurs. Il y en a plus de la moitié qui viennent des métiers du spectacle. Hein. Okay. Donc ça veut dire qu'on a appris une pédagogie de c'est quoi le jeu. Et en fait, comment on va apprendre aux personnes à jouer leur propre rôle sous toutes ses facettes et avec tous les rôles qu'on leur demande dans leur mission. Et c'est ce qu'on appelle les soft skills. D'accord. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que moi c'est un domaine que je connais, mais pour monsieur et madame tout le monde qui vont tomber sur le podcast et qui vont entendre soft skills, comment vous le définiriez? Alors, en fait, c'est un mot qui est apparu depuis quelques années, qui est devenu un mot très à la mode. Il y a hard skills et soft skills. Donc, hard skills ou compétences dures, ce sont les compétences techniques, les compétences du métier. Un juriste, il a besoin d'apprendre le droit. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui fait de la comptabilité, il a besoin d'apprendre la comptabilité. Quelqu'un qui fait du conseil, il a besoin d'apprendre les principes du conseil. Bon, bref. Donc, ce sont les compétences techniques dont on a besoin dans son métier. À l'inverse, les soft skills, c'est toutes les compétences comportementales. C'est-à-dire la façon que vous avez d'agir et de rentrer en relation et qui vont avoir une influence sur comment vous faites votre métier, donc comment vous avancez dans votre métier. Si je prends juste un sujet, parce qu'il y a plein de sujets dans les soft skills, et qui est en lien avec mon métier d'acteur, qui est la communication ou la prise de parole. La prise de parole, elle concerne tout le monde. C'est-à-dire chacun a besoin de travailler sa prise de parole, parce qu'en travaillant sa prise de parole, il va plus incarner qui il est, donc il va être plus convaincant et travailler sa capacité d'influence. Eh bien cette compétence-là, plus vous avancez, plus vous évoluez dans votre vie professionnelle, et plus vous en avez besoin. Et quand vous êtes même dans des strates qui sont des strates où vous menez des projets ou des groupes, des équipes, vous dirigez des choses, vous avez besoin d'avoir une communication inspirante, de façon à ce que tout le monde croit en vous et ait envie de vous suivre. Bien sûr. Ok, vous m'avez convaincu, je rentre dans le bateau. Et justement, donc, ces personnes qui interviennent avec vous, au démarrage, vous commencez tout seul et vous intervenez tout seul. Et comment se constitue l'équipe? Elle se constitue par des gens que vous croisez sur les tournages et vous dites, tiens, je te forme à ma méthode. Comment ça s'est construit? Moi, j'ai toujours agi en me disant, il y a une opportunité, je la saisis, puis on verra ce qui se passe. C'est-à-dire, j'agis, puis on verra ce qui se passe. Donc, quand j'ai créé la boîte, c'était tout simplement, ça faisait un moment où je m'étais dit, tiens, je vais faire de l'enseignement. J'ai commencé par faire des cours dans des écoles. Et puis, au bout d'un moment, j'ai rencontré des gens au CNPF, qui est le MEDEF actuel. Ils m'ont dit, la personne qui fait les cours les formations sur la prise de parole est âgée, va prendre sa retraite, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Donc il décide de travailler avec moi et il me dit, est-ce que vous avez une structure, comment vous allez nous facturer? Je dis, oui, bien sûr, j'ai une structure. Donc je crée Madinier Associés. Alors pourquoi ça s'appelle Madinier Associés? C'est parce que
j'ai essayé de l'appeler différemment, puis à chaque fois que vous demandez à l'INPI, le nom il est pris par plein d'autres gens, très bien, qui l'appellent pareil. Donc le seul nom dont vous êtes dépositaire m'a digné. Donc c'était mon nom, j'avais le droit de l'utiliser comme je l'entendais. Et associé au pluriel. et en fait, j'en ai pas. Mais en fait, très vite, je me suis dit, il faut faire croire qu'on est nombreux. Okay. Et en fait, on était nombreux parce que très vite, on m'a demandé des trucs que je ne pouvais plus faire tout seul. Donc j'ai rencontré des gens et on s'est coopté. Et il y a des gens avec qui je travaille depuis presque 30 ans. D'accord. Et comment on fait justement quand on est acteur et qu'on tourne 7 mois par an, parce qu'on est un peu sur le schéma que je rencontre dans mon autre podcast sur les sportifs qui doivent jongler la plupart parce qu'ils sont en âge de faire leurs études et qu'il faut penser à l'après. Ils jonglent entre les études et le sport de haut niveau. Vous, comment vous jongliez entre l'entrepreneur et l'acteur? Parce que c'est pas la même posture au même moment. Eh ben, j'ai appris à passer de l'un à l'autre tout le temps. D'accord. Par exemple, au moment où je passais le casting pour un téléfilm d'ailleurs qui m'a amené à faire Les Cordiers jugés flics, parce que c'était la même production. J'arrivais pour le rendez-vous avec le réalisateur, et puis quand on est acteur, on est habillé d'une certaine façon, c'est-à-dire on n'est pas forcément très costume cravate, vous voyez. Et puis ensuite, j'avais un rendez-vous, je crois, dans une entreprise. Et je leur ai dit... vous n'avez pas un toilette là parce qu'il faut que j'aille mettre une veste, un truc. Il me dit mais pourquoi? Donc j'ai un peu parlé de ce que je faisais. C'était au tout démarrage. Ça les a fait marrer. D'accord. Et donc ils m'ont pris. Enfin, je pense pas que ça soit uniquement pour ça, mais c'est des petits détails, vous voyez que voilà. Je me suis un peu perdu dans la réponse. C'était quoi la question la question, c'est comment on jongle entre les deux, sachant que je vais apporter une précision, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui sont plus jeunes, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, donc pour jongler entre les deux missions, il fallait une sacrée organisation. C'est bien pour ça que très vite, j'ai travaillé avec d'autres. C'est-à-dire que moi, j'avais des backups, parce qu'en fait, on n'est pas sur le même rythme. Ouais. Les projets de formation se décident souvent un peu plus à l'avance que les projets de tournage qui peuvent être à la dernière minute. Donc j'avais des backups. Et ensuite, quand vous êtes au théâtre, vous pouvez jouer le soir. Vous pouvez travailler au bureau la journée. C'est ce que je faisais. Ouais. Ok. Donc en fait, en fait, ça m'a désinhibé le fait de monter ma boîte. C'est-à-dire que ça m'a appris à ne plus être dépendant du désir des réalisateurs ou des productions. Donc de proposer davantage. Puisque quand j'ai commencé à proposer des formations, des coachings, des séminaires, etc., là j'étais tout seul. Il fallait que j'aille convaincre des gens de m'acheter. Donc j'étais dans une démarche où je vais vendre mon truc. Et un acteur, il doit faire ça. Ouais. Mais il ne le sait pas au début. Ouais, donc vous avez un vrai parallèle entre le rôle d'acteur et le rôle de chef d'entreprise. Il ne le sait pas parce qu'il pense que ça va tomber tout cuit, que ça va tomber tout seul, et qu'une partie du job, c'est d'aller se vendre. Et c'est la plus difficile. Ouais. Et c'est très bien que vous disiez ça parce que justement, ça évite d'avoir des jeunes qui se lancent en se disant c'est bon, je vais être acteur et juste mon jeu d'acteur va faire que. Mais non, il y a une grosse partie de vente. Là, maintenant, moi, je suis d'une génération où on se formait à être acteur. Là, on est plus dans un moment... Alors, il y a encore plein de gens qui se forment à être acteurs et qui sont super et tout, mais on est dans un moment où il y a une recherche de la notoriété qui n'est pas la même. Quand vous décidez d'être acteur, ce qui vous stimule, c'est le jeu. Donc, et si vous avez la chance d'accéder à des rôles qui vous permettent de montrer l'étendue de votre jeu, c'est super. Ça, c'est le premier truc qui est super. Et le deuxième truc qui est super, c'est si ça marche... Vous avez l'occasion d'avoir une notoriété qui est plus étendue et ça vous permet éventuellement de plus travailler. Ouais, et qu'on vienne vous chercher dans ces cas-là, mais sinon, après, quand ça retombe, il faut réussir ça retombe, il faut relancer. Moi, en ce moment, il y a un moment que vous ne m'avez pas vu sur des plateaux de tournage parce que j'en ai pas fait. Parce que ce qu'on m'a proposé ne me plaisait pas, parce que j'étais plus au théâtre, parce que... Voilà. Mais il y a des moments, il faut relancer. Ok. Et... aujourd'hui, si on devait expliquer un peu ce que vous faites dans votre entreprise, parce que c'est important pour les chefs d'entreprise qui pourraient nous écouter, c'est quoi ce qui fait la particularité? J'ai entendu le jeu. Qu'est-ce que vous proposez comme produit? Parce que le but, c'est aussi ça, c'est aussi un peu de mettre en avant ce que vous proposez aux entreprises. Eh bien, on propose des formations soft skills ou des parcours de formation soft skills
Donc, pour vous donner quelques exemples, puisque là, je viens de refaire le site, comme on a changé de nom, il y a 8 grands thèmes de formation, la communication, les relations constructives, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, le management, le leadership, le développement commercial, la pédagogie. Donc, on travaille sur tous ces thèmes-là, sous plein d'aspects différents. On fait des coachings. Donc ça, ici, il y a un certain nombre de coachs certifiés. Donc on accompagne des individus dans leur développement personnel ou professionnel. On fait des séminaires d'équipe et des team building. Donc c'est en fait faire avancer les équipes sur leur fonctionnement ou créer des thèmes sur lesquels elles vont travailler de façon collaborative, leur proposer des activités décalées. Comme le théâtre, le cinéma, on utilise beaucoup, le chant, la musique, le dessin, l'illustration, la danse. Voilà. Et puis, c'est produire des vidéos. Donc, on produit aussi des vidéos. Il y a toute une équipe de réalisateurs qui peut travailler si on a des projets vidéo. Bien sûr. Vidéo, film. Et on vient vous chercher ou faire appel à vous par justement cette idée de faire quelque chose d'un peu décalé par votre nom. On se dit tiens, je vais avoir du théâtre ou de la mise en scène, ou alors c'est aujourd'hui des habitudes et du référencement et qui fait que ça revient régulièrement. Il y a les deux. Il y a les deux. Ouais. En fait, ça fait 30 ans alors là que je développe un réseau de relationnel dans le monde de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez systématiquement, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des revues commerciales où on décide quelle stratégie avoir pour pouvoir toucher le plus de monde. On a des relations avec certaines personnes qui sont depuis très longue date, et puis on est sans arrêt en train de rencontrer du monde, etc., pour parler de ce qu'on fait. Et dans ce qu'on fait, il y a des programmes qui sont des programmes entre guillemets récurrents, qui tournent un peu sur plusieurs années, et puis il y a plein de sur-mesures. Il y a plein de programmes qu'on fait sur mesure, et c'est marrant parce qu'en ce moment, il y a comme des vagues ou des cycles. Et en ce moment, on me reparle beaucoup de théâtre. D'accord. Okay. Donc en fait, on me reparle beaucoup de... Par exemple, là, j'ai un de mes clients qui m'a dit, on fait des formations sur la prise de parole pour lui depuis longtemps. Il dit, j'aimerais bien, à côté, pour développer l'aisance de mes consultants, faire un cours de théâtre. Donc on va le créer. Okay. J'ai un gros client qui m'a appelé aussi, dit je voudrais montrer un concours d'éloquence. Ben, lui, on va répondre à l'appel d'offres, parce que ça nous excite. Okay. On a fait des expériences aussi sur le management ou la conduite de projet, où soit on faisait monter des spectacles à des gens dont c'était pas le métier, donc ils devenaient metteurs en scène d'acteurs professionnels, ou bien on faisait tourner un film, et ça on l'utilise souvent, même dans le management, à un moment donné on leur fait tourner un film ensemble, qu'ils réalisent ensemble et ils jouent dedans. Donc ils l'écrivent, etc. Donc c'est une vraie conduite de projet. Ah, c'est top. Et moi j'avais une question parce que souvent, pour avoir été RH en entreprise et puis pour avoir discuté avec pas mal de consultants, il y a cette difficulté avec les Français en général. Alors il y a des exceptions bien sûr et on voit que ça évolue justement et tant mieux, je suis content d'entendre ce que vous venez de dire, mais un côté où quand on est dans les team building, on est plutôt dans alors on fait pas ça, ou dans les entreprises, les gens ont un peu peur de se livrer. C'était le cas par exemple avec le sport. Moi j'entendais beaucoup de gens autour de moi quand on parlait de team building et notamment des consultants qui disaient c'est difficile parce que pas de maillot de bain, pas de ceci, pas de cela, parce que les gens avaient peur un peu de se livrer en entreprise avec cette question de jeux de pouvoir un petit peu qui peuvent exister. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose, avec votre expérience, vous pouvez dire ça a évolué, ou alors ce constat que moi j'ai, vous ne l'avez pas souvent eu parce que peut-être que les gens justement viennent faire appel à vous pour cette spécificité? Quand vous travaillez sur vous et sur votre impact, vous êtes obligé de vous dépoiler un peu. Bien sûr. Donc en fait ça se fait naturellement. Je veux dire, quand vous êtes dans une formation, un atelier, un séminaire où on travaille là-dessus, il y a un moment donné où il y a des jeux de groupe qui protègent un peu parce qu'on est en groupe, on peut commencer à déconner en groupe, etc. Et moi je crois beaucoup aussi au fait d'apprendre en s'amusant. Je veux dire, d'apprendre que ça soit pénible et que ça soit dur et difficile. Alors oui, il y a des moments où on peut tomber sur des nœuds, on peut tomber sur des trucs qui sont émouvants pour des gens, etc. Mais d'abord, il faut s'amuser. Il faut s'amuser à explorer, en fait. Sur les sujets qu'on a eus, non, parce que c'est souvent assez ludique. Et donc, les gens se prennent au jeu.
En fait, il faut leur faire retrouver leur âme d'enfant, quoi. Ouais. Ah, Enfin, on est d'accord. On est d'accord. Ah, c'est vrai, vous avez raison là-dessus. Sur le côté acteur, vous venez de terminer, on a parlé en off, une pièce de théâtre avec Enora Malagré, derrière le rideau. Derrière le rideau, j'allais dire derrière un rideau, mais c'est derrière le rideau. Qu'est-ce que, aujourd'hui, en étant en même temps chef d'entreprise et en étant acteur, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans cette nouveauté de devoir relancer et puis de terminer une pièce de théâtre? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Comme je joue moins que je ne l'ai fait à une période, pour moi, c'est la cour de récré. J'adore, quoi. Là, en plus, la tournée, j'adore. Ouais. D'aller à tel endroit, de changer d'endroit, j'adore. Alors, j'adore jouer à Paris aussi. Hein. Mais là, en l'occurrence, on devait jouer à Paris, et puis il y a eu le Covid, et ça a foutu un peu le truc en l'air. Mais c'est un espace de plaisir. Les pièces de théâtre, je prends un grand soin pour les choisir. Hein. Parce que si tout d'un coup vous avez la chance que ça marche, vous êtes embarqué longtemps. Hein. Si ça marche, vous pouvez très bien jouer une saison, plus la tournée derrière. Donc vous êtes parti sur 1 an et demi, 2 ans, quelquefois bien sûr plus court. Mais donc vous avez intérêt à avoir envie de jouer la pièce tous les soirs. Ok, j'imagine bien. Et un petit truc de chef d'entreprise, parce que le fait d'avoir 2 activités, et puis le besoin aussi de respirer de temps en temps et d'aller en Bretagne et de profiter de sa passion. Comment vous organisez votre gestion du temps? Parce que souvent on sait que c'est une problématique. Est-ce que vous avez un truc particulier? Est-ce que par exemple dans votre agenda, vous calez déjà les moments où vous dites là je vais aller en mer, là je vais aller faire telle chose, et puis ensuite je viens remplir les autres choses, ou comment ça fonctionne pour déjà, vous? il y a une saisonnalité, parce qu'ici, le mois d'août, c'est un mois où, ici, chez M&A, Soft Skills Factory, il n'y a pas beaucoup d'activités. Donc, généralement, l'équipe prend ses vacances en août. Donc, je sais que j'ai déjà cet espace-là. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui a quand même profondément modifié les habitudes de travail, c'est le télétravail. Donc, il y a des moments où je pars une semaine télétravailler ailleurs. Et ça vous permet de travailler sur la stratégie? Ça me permet de me ressourcer un peu, quoi. Ouais, voilà. okay. Mais c'est vrai que je travaille pas mal. J'imagine, ça se ressent de toute façon dans le discours et dans les échanges qu'on vient d'avoir. C'est quoi l'avenir pour vous en tant qu'acteur, et c'est quoi l'avenir pour votre entreprise M&A Soft Skills? On a changé de nom parce que moi je voulais créer une marque, ça n'avait plus de sens que ça s'appelle de mon nom. Bien sûr. Donc voilà, moi mon ambition c'est que cette marque elle dure et qu'elle marque justement. Une bonne idée. C'est-à-dire que, comme je le disais dans quelques posts que j'ai partagé là sur LinkedIn, c'est en fait, moi je veux qu'on s'engage pour que les comportements soient des comportements constructifs et plutôt relationnels, collectifs. C'est-à-dire qu'on arrête avec ce culte de l'individu, même si chacun a sa trajectoire personnelle et que c'est super s'il arrive à la magnifier, bien sûr, à lui donner une utilité, un sens pour lui, etc. Mais en même temps, on travaille en société. Et il y a plein de comportements qui sont des comportements, à mon sens, qui sont contre-productifs. Parce que les organisations qui sont par exemple, très politiques, c'est contre-productif. Hein. Dans le système politique, les gens tirent plus dans leur propre camp que dans le camp adverse. Donc, il y a un moment donné où, un débat, si vous voulez, politique à la télé, c'est une caricature pour moi. C'est une caricature du manque d'écoute. C'est comment taper sur la gueule de l'autre et occuper le plus d'espace de parole. Moi, c'est pas ce à quoi je crois. Je comprends. Et souvent, quand on parle de soft skills, si on prend les pays nordiques, il y a un vrai travail qui est fait en amont, qui est fait dès l'école, dès le plus jeune âge. Quand vous dites marquer, est-ce qu'il y aurait une volonté chez vous de pouvoir intervenir plus en amont même de l'entreprise, alors peut-être université, peut-être aller intervenir un peu plus on l'a fait. Moi, quand j'ai commencé, je vous donnais des cours, en fait, j'étais avec des gens qui avaient 20 ans. Hein. Alors, c'était marrant parce que je donnais un cours à HEC, le cours qui s'appelait « Écouter et parler pour convaincre ». Ça excite tout le monde. Hein. C'est comment je me mets en valeur.
le côté écouter pour convaincre. Alors ça, c'est du chinois pour quelqu'un jeune de 18-20 ans. Chinois, comment écouter pour convaincre? Et moi, je pense que, et c'est difficile d'ailleurs, que l'écoute est la compétence reine. C'est la compétence socle de toutes les compétences soft, justement, ou comportementales. Et il y a une très belle conférence de William Ury. William Ury, c'est un des fondateur de ce qu'on appelle la négociation raisonnée ou la négociation win-win, c'est-à-dire une forme de négociation où on soigne la qualité relationnelle pour essayer de trouver une solution commune entre deux gens qui n'ont pas les mêmes intérêts ou deux parties qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et il a fait une conférence TED qui s'appelle The Power of Listening, la puissance de l'écoute. Et dedans, il dit, à un moment donné, je rêve d'une société, si vous voulez, où on apprend l'écoute à l'école, où il y a des cours d'écoute. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Un gamin en France, où on lui dit « ferme ta gueule et tais-toi ». Donc, ce n'est pas ça de l'écoute. De l'écoute, c'est de l'interaction. Et il dit aussi « je rêve d'un monde où on remplace les talk shows par des listening shows ». C'est vrai, ce serait une très bonne idée. Ce serait une très bonne idée. Et c'est vrai que quand on travaille un peu l'écoute, quand on prend l'habitude, et qu'on regarde un peu autrement, moi ça m'arrive des fois de regarder dans les émissions en disant « Ah, la personne intervient » parce qu'elle rebondit sur ce que la personne elle dit pour reprendre la parole. Parce qu'elle n'est pas dans l'écoute et qu'elle n'est pas dans le côté je laisse parler. Parce que le réflexe de n'importe qui, s'il n'y fait pas attention et s'il ne travaille pas un petit peu, c'est de réfléchir à ce qu'il va dire quand il écoute l'autre parler. Donc on attend le moment où la personne dit « Hop !» on saute dans le trou. Et puis on pose sa petite crotte. C'est bien amené, c'est super bien amené. Je garderai la phrase, elle est top. Elle est top. Et d'un point de vue acteur, c'est quoi l'avenir? Là, il y a une pièce de théâtre qui, vu que vous venez de terminer une pièce, je suppose qu'il y a peut-être un moment où... Moi, j'ai toujours des pièces dans mes bagages. Et puis ensuite, ça prend plus ou moins de temps pour les monter. Donc pour l'instant, il y en a une qui m'intéresse. Et puis, c'est pas monté pour l'instant. D'accord. Et il y a une volonté de rester acteur ou il y a aussi une volonté de mettre en scène? En fait, j'ai pas le temps de tout faire. Mais si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait de la mise en scène de théâtre. Ici, dans le contexte, parce que j'ai monté des spectacles sur des thèmes d'entreprise pour faire réagir des gens. Donc par exemple, on avait fait une pièce qu'on a jouée dans tout un réseau et on invitait des gens et ensuite on créait un débat autour du management. Donc la pièce, ça s'appelait 6 personnages en quête de management. C'était sur le modèle de Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur. Et donc, en fait, c'était des comédiens qui débarquaient dans une pièce où ils devaient répéter une pièce qui se jouait dans l'entreprise. Et puis, cette pièce, elle était justement sur les relations un peu managériales, managers de premier niveau, au-dessus, etc. Les gens qui sont en entonnoir, les ouvriers qui gueulent, etc. C'était là-dessus, sauf qu'ils n'avaient pas de metteur en scène. Donc, on faisait le parallèle entre metteur en scène et manager. Ok. Ah, c'est un bon parallèle ça marche très très bien. Ok. Bruno, merci de m'avoir reçu. Vraiment, ça a été un vrai partage. Alors moi qui en plus est baigné dans le monde de l'entreprise et dans des grandes structures, il y a pas mal de sujets qui m'ont parlé. Et puis aujourd'hui, de temps en temps, je fais aussi des formations, donc effectivement, ça me parle ce qui a été dit. Merci d'avoir pris le temps de partager sur votre parcours, sur les apprentissages que vous avez pu en faire. Et puis pour la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que je vous ai pas laissé dire et que vous avez envie de partager, envie de dire? Non. D'abord, vive la vie, parce que la vie, elle est multiple. Et deux, si chacun peut trouver sa voie, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Et dans l'harmonie. C'est vrai, je suis d'accord. Et on va terminer là-dessus alors. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous. Au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts,
sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.